la vie quotidienne en France et la vie plus particulière des Juifs en France ces 20 dernières années. Et on va voir dans les dossiers que nous allons évoquer, évidemment, les 5 dernières années qui ont sans doute changé le visage du pays et beaucoup contribué aussi à changer aussi ce qui se passe dans la communauté juive de France. C'est la première fois que nous allons faire un point, disons, beaucoup plus précis sur des affaires. On est un pays de droit, sur la justice, des affaires qui ont évidemment meurtri et défiguré la France. On va en parler dans quelques instants. BNVCA, Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, né au début des années 2000. UPJF, Union des patrons professionnels juifs de France, né à peu près aussi à cette époque, peut-être, et qui sont des organisations avec d'autres qu'on appellerait aujourd'hui les lanceurs d'alerte. Il y a 20 ans, ce phénomène d'antisémitisme terrible qui pointait son nez, qui s'était signalé de façon très cruelle avec la mort d'un jeune Sébastien Selam en 2003, puis bien sûr l'affaire d'Ilan Halimi en 2002, 2003, 2006. On nous contestait encore l'idée que c'était des crimes à caractère anti-juif, c'était impensable, l'impensable. Et pourtant, des milliers d'actes antisémites après, la haine a continué à se développer dans notre pays. Les Juifs sont chez eux, bien sûr, mais beaucoup partent. Et ceux qui restent, comme vous, comme nous, ce soir, se battent. Se battent avec les armes qui sont les leurs, hein, celles de la justice, bien sûr, de l'éducation, de la culture, de l'information. Est-ce qu'ils reçoivent pour autant l'aide de la société, des pouvoirs publics, de la justice, bien évidemment, on va en parler, ou des médias? 20 ans après, comme disait le sociologue Trigano, 15 ans de solitude, peut-être 20 ans de solitude, est-ce une vraie solitude dans cette affaire? On va parler ce soir de 4 dossiers très forts qui sont encore à l'instruction, pour lesquels il n'y a pas eu de procès, et qui sont des affaires d'antisémitisme très spécifiques, bien sûr. L'affaire de Roger Pinto, que j'appellerais l'antisémitisme domestique à l'intérieur de la maison. Nous parlerons bien sûr, nous reviendrons sur ces terribles périodes des attentats qui ont ensanglanté la France et aussi la communauté juive en double peine, celui de l'hypercacher, et bien sûr nous accorderons une place importante à ces meurtres qui nous ont bouleversés, heureusement pas seulement nous dans la communauté juive, les meurtres de Sarah Halimi et de Madame Knoll. Nous aurons les principaux protagonistes de la défense des parties civiles dans ces dossiers, des avocats que je vous présenterai bien sûr tout à l'heure. Richard Audier, qui peut parler à double titre, double casquette. Il est à la fois le directeur général du Fonds social juif unifié, c'est cette maison, et il est à la fois un militant de longue date et un dirigeant d'association, vice-président du BNVCA, Centre Wiesenthal. C'est un militant pour la communauté juive que j'appelle, et que je suis très heureux d'ailleurs d'appeler. Il y a presque 20 ans, on était à Durban avec le Centre Wiesenthal la veille du 11 septembre, et on avait identifié une feuille de route à Durban. Alors le lendemain, il y a eu le 11 septembre, et quand on a identifié la feuille de route qui avait été faite à Durban par des organisations dites mondialistes, droits de l'homme, proches des soucis d'environnement, et quand on a vu que tous ces soucis qui auraient dû être des soucis de l'humanité se sont tournés plutôt à être une feuille de route contre Israël, on a commencé à alerter mondialement. Et puis en France, on a découvert un Colombo qui est Samy Gozlan, qui commençait à manœuvrer tout seul dans son sens. On a essayé de l'aider à être un homme public, donc il a fait la une de Vanity Fair, à côté de Leonardo DiCaprio notamment, mais notamment il a fait une quinzaine de pages dans Vanity Fair, et ce qui nous a permis de façon un peu classique de mettre la pression sur cette situation qui était incroyable. Et effectivement, après on a eu Sébastien Selam, pour lequel on est plutôt dans l'échec. J'ai parlé avec, aux 10 ans du décès d'Ilan, comment on vit mal cette situation, parce qu'on a réussi à mettre des mots, on a réussi à mettre des cris, mais on n'a pas toujours réussi à défendre nos proches, à défendre nos enfants, à défendre nos grands-mères. Et c'est vrai que c'est aussi un constat d'échec, tout ça, d'être capable de voir des choses, de les exprimer, de combattre, et en même temps de ne pas avoir de résultats.
La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le principe même des valeurs du judaïsme, c'était les paroles qui étaient inscrites sur les frontons de cette maison pendant très longtemps, qui disaient que, c'était Elie Wiesel, qui disait que la mission du judaïsme n'est pas de judaïser le monde, mais de l'humaniser. Et donc, humaniser, c'est de reconnaître que chaque personne est unique, et donc inversement, de notre incapacité à vouloir globaliser les choses. Donc c'est jamais les juifs, les musulmans, les blonds, mais en tout cas on a tous le même constat d'un fléau aujourd'hui qui est cet islamisme radical, cet extrémisme de droite qui rencontre l'extrémisme de gauche, et même si on n'est pas d'accord les uns et les autres sur les moyens, on est d'accord sur le constat, et tout le monde se bat avec des armes différentes. C'est aussi le travail du droit de bien faire des distinctions au-delà du militantisme pour avoir des dossiers juridiques et des victoires pénales. Il y a un sujet qu'on n'avait pas pensé, c'était l'impact de cet antisémitisme sur la pauvreté. Or, les déplacements de population que nous voyons aujourd'hui, des personnes qui habitaient Stein vont habiter dans le 19e, des personnes qui habitaient Montfort-l'Amaury vont habiter Maison-Alfort, vont habiter Créteil, des gens qui habitaient dans le 19e vont habiter dans le 17e. Et ça, c'est une première mutation qu'on n'avait pas vue parce que les 100, 200, 300, 400 euros de plus par mois vient toucher directement à l'équilibre des familles. C'est rajouter à ça la capacité de l'école juive d'accueillir ces enfants qui se sentaient attaqués dans l'école républicaine. Alors, tous les enfants les enfants juifs ne sont pas dans les écoles juives, mais c'est une progression à 3 chiffres de l'école juive depuis la montée de l'antisémitisme. Et ça veut dire que des enfants qui étaient dans l'école publique, gratuite, se retrouvent dans l'école privée, payante, même si ce n'est pas très cher. Et donc on retrouve aujourd'hui un taux de pauvreté dans le judaïsme français qui est supérieur à la moyenne nationale, parce qu'on est aussi plutôt dans des cités, dans des métropoles. Et donc cet impact économique, on a des difficultés à le mesurer parce qu'on n'a pas le droit aux statistiques ethniques en France. Par contre, on le mesure, nous, dans les aides que l'on fournit sur les bourses cantines, les bourses scolaires, les plans d'urgence pour abriter des gens qui sont expulsés de chez eux. Et cet impact de l'antisémitisme sur le social, on le constate aujourd'hui à l'OSE, au CASIP, dans toutes les associations aidées qu'on va essayer de soutenir pendant la période de la Tzedaka. Et c'est un travail qu'on doit mettre en place parce que derrière, c'est aussi des soucis de sécurité, puisqu'on doit mobiliser de l'argent pour aider les gens à manger, à se vêtir, mais aussi à les protéger et à les aider dans les tribunaux, parce qu'on a quand même des avocats hors du commun, mais souvent avec des honoraires qui ne sont pas dignes du travail formidable qu'ils font. Et on n'avait pas mesuré tout ça. Donc je crois que c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc je voulais vraiment remercier tout le monde de venir ici et féliciter Samy. Et puis il y a quelqu'un qui est toujours très modeste dans ces soirées, c'est Michel Zerbib, qui se place en journaliste. Mais il est d'abord un homme remarquable et c'est un militant aussi de nos causes. Et puis je voudrais qu'on l'applaudisse parce que c'est quelqu'un qui est à mon... Je vous souhaite une bonne soirée, même si les thèmes sont durs et que les chiffres du premier semestre sont catastrophiques. Mais on en reparlera toute la soirée. Merci à tout le monde. Merci Richard Audier. Cette soirée, je ne veux pas, parce que la salle, c'est comme le théâtre, je ne vous vois pas tous, je voudrais tous vous saluer un par un, mais je remarque évidemment la présence notamment de notre ami Hassan Chalgoumi, l'imam, président de la conférence des imams de France, et qui est évidemment l'imam fameux de Drancy, comme on dit l'imam républicain. Je vois arriver donc notre délégué interministériel chargé de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la lutte anti-LGBT, si vous voulez dire. En résumé, le DICRA Frédéric Potier, merci d'être là. Pardon si je ne peux pas tous vous citer, on reste toujours commissaire quand on l'a été. C'est Samy Gozlan du BNVCA. Samy. Merci Michel. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je tiens tout d'abord à remercier chacune et chacun d'entre vous pour avoir répondu massivement et participé à cette réunion très importante à nos yeux. Je tiens aussi à saluer et remercier Monsieur le Préfet Frédéric Potier, directeur de la DICRA auprès du Premier ministre, qui nous fait l'honneur d'être présent à cette réunion à laquelle nous allons disserter sur les derniers crimes anti-juifs en France. Il est tout à fait naturel pour le BNVCA d'organiser cette conférence avec l'UPJF
et avec son président Claude Barouche, qui sont à l'origine de la création du BNVCA, comme le Centre Simon Wiesenthal, présidé par Simon de Samuel et Richard Rodier, ici présents, ainsi que grâce à feu Serge Benatar d'Actu-J et Serge Adjanberg de Radio J. Quand nous avons créé le BNVCA, j'étais persuadé que ça s'arrêterait dans le mois qui suivrait, dès qu'on aurait alerté les autorités, mais ça n'a pas été le cas. L'antisémitisme se développe, la haine du juif se manifeste encore et toujours. Elle sévit sans complexe, elle frappe là où on ne l'attend pas. Je relisais hier par hasard un article que j'ai grivé en 2008 sur Libé. J'alertais du danger. Je peux vous en lire quelques lignes. Jadis, dans les années 70, les villes de banlieue parisiennes étaient le siège des guerres de bandes. C'était West Side Story sans Maria. Le 21 juin, le jeune Rudy, c'était en 2008, a frôlé la mort lors d'un passage à tabac sauvage à 15 contre 1. Le procureur a ouvert une information judiciaire avec, pour chef d'accusation, tentative de meurtre aggravée par le caractère antisémite et violence en réunion avec circonstances aggravantes. Les juifs savent qu'il y a un problème. Le Shabbat en particulier, les juifs pratiquants se promènent en traversant le parc des Buttes-Chaumont. Ils vont tout simplement d'un point à l'autre, mais ils sont harcelés, ils sont agressés, ils sont attaqués. Et ce qui s'est passé aussi pour le jeune Rudy. Donc je vous passe tout cela. Nous avions à l'époque alerté, il n'y avait pas encore de mort. C'est ensuite qu'il y a eu l'assassinat odieux de Sébastien Selam. Mais on ne voulait pas croire que c'était un acte antisémite. On ne voulait pas l'admettre. On s'était déplacé, on était allé voir. Et pourtant, l'assassin a dit à sa mère, il est main en sang, « Ça y est, maman, j'ai tué un juif. » Mais on l'a considéré comme malade mental. L'antisémitisme frappe partout. Qui aurait pu penser qu'en France, 13 juifs auraient été tués pour la seule raison qu'ils sont juifs? Sébastien Selam, Ilan Halimi, Jonathan Sandler et ses fils Gabriel et Arié, Myriam Monsonego, Sarah Halimi, Mireille Knoll, Johan Cohen, Philippe Braham, Yoav Attab, François-Michel Saada. C'est trop. Le juif reste une cible privilégiée, tant de l'extrême droite que de l'extrême gauche et de l'islamisme. Les agressions anti-juives sont commises quotidiennement et visent les juifs au plus près de leur domicile, sinon dans leur demeure, comme ce fut le cas de l'attaque de mon ami Roger Pinto et de sa famille. Les clichés antisémites ont la peau dure, les juifs et l'argent. On le voit sur les réseaux sociaux, on le voit sur Internet. Quand un voleur découvre que sa victime est juive, alors il s'acharne sur elle. C'est ce qui s'est passé mercredi dernier, dans le 19e arrondissement, où deux individus ont voulu subtiliser l'ordinateur d'un jeune juif. Ils ne savaient pas qu'il était juif, mais quand ils ont vu sa kippa, ils se sont acharnés sur lui, ils l'ont massacré. C'est ce qui s'est passé aussi à Sarcelles, tout récemment. Nous n'avons de cesse d'alerter les pouvoirs publics, mais malgré les dispositions sécuritaires de l'État, l'antisémitisme persiste. Nous ne cessons de crier que l'incitation à la haine d'Israël est la cause principale de l'antisémitisme. Mais certains médias, et vous le savez, maintiennent leur programme tendancieux et hostile à Israël. Les Juifs sont-ils encore entendus aujourd'hui en France? Eux qui sont des citoyens respectueux et modèles. On peut s'interroger. Mais les Juifs, quand ils sont mécontents ou en colère, eux, ils ne brûlent pas de voitures, ils ne détruisent pas des abribus, ils ne vandalisent pas les magasins. Ils font simplement confiance à la loi. La seule arme du BNVCA, c'est la loi. Nous attendons de la loi qu'elle s'applique. Le BNVCA défend le droit, la raison et la vérité. Nous savons que la raison, le droit et la vérité finissent toujours par l'emporter. Nous combattrons les antisémites avec l'arme de la loi jusqu'à la victoire sur nos adversaires, jusqu'à la victoire pleine et entière sur les anti-juifs et autres antisionistes. Merci. Merci Samy Gozlan. Avec bien sûr le BNVCA, il y a aussi cette organisation que vous connaissez, militante, Union des patrons professionnels juifs de France, emmenée par son président Claude Barouche, évidemment militant s'il en est de cette cause. Claude Barouche.
si vous êtes aussi nombreux ce soir, je pense que, et en toute modestie, je pense que nous le devons à Samy Gvozdan et à sa personnalité. C'est pas normal qu'en 2018, l'antisémitisme continue de tuer. Je dis que ce n'est pas normal qu'en 2018, tout le pays ne soit pas mobilisé et que toutes les actions ne soient pas concentrées sur ce véritable poison qu'est l'antisémitisme. Aujourd'hui, je vais en choquer quelques-uns, mais c'est pas grave. Arrêtons un peu de nous disperser. Arrêtons des dons à droite et à gauche. On a besoin de sécuriser cette communauté. On a besoin de sécuriser nos écoles. On a besoin de sécuriser tout ce qui bouge dans notre communauté. Dieu sait si elle aime bouger. Mais aujourd'hui, vous remarquerez une chose certaine, c'est que les beaux discours, c'est bon. Je vais dire à mon ami, à celui que je considère comme un frère, l'imam Chalgoumi, Hassan, je n'y crois pas. Les beaux discours, on en a marre. Les rencontres fraternelles, j'y crois. Mais il faut qu'elles soient de tous les côtés. Il faut que tu ne sois plus seul. Il faut qu'il y ait du monde autour de toi. Il faut une vraie manifestation. Il faut une vraie manifestation des musulmans de France, avec une pancarte en haut, 100 000 personnes derrière qui disent stop à la ligne des Juifs. Et il faut que tu sois à l'intérieur, il faut que tu sois pleinement reconnu par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur, que tu sois à la tête de ces gens qui, avec un certain charisme, puissent dire oui, les Juifs sont mes frères, nous devons vivre ensemble dans un pays commun qui s'appelle la France, qui est notre pays, aussi bien aux musulmans qu'aux Juifs. Nous ne partirons pas de ce pays, nous ne partirons pas. On nous fera peut-être partir, mais nous ne partirons pas volontiers. Ceux qui veulent faire la ligne à l'affront, mais personne, je dis bien personne, ne nous fera partir. Alors aujourd'hui, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à la sécurité des écoles, je le répète. Il faut réfléchir au mieux vivre ensemble. Il faudra m'y faire recroire, parce que je n'arrive plus à y croire quand je vois ce qui se passe. Quand j'entends Boubacar déclarer la semaine dernière qu'il fallait détruire le Coran, qu'il fallait enlever certaines phrases du Coran, c'est une déclaration à valeur actuelle il y a 15 jours, qu'il fallait suspendre tout ce qui touche aux Juifs, tout ce qui touche aux non-musulmans. Il sait très bien, on ne peut pas, c'est impossible de toucher au Coran aujourd'hui. C'est comme si vous me disiez on touche à la Torah, mais pourquoi on toucherait au Coran? Il n'y a aucune raison de toucher au Coran. Il faudrait simplement que des gens de la stature de Chalgoumi l'adaptent, essayent de l'adapter, de faire comprendre qu'aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle et le Coran, qu'il y a plusieurs siècles a été écrit, doit être pas modifié, mais simplement l'adapter au temps présent. On ne peut plus rien nous cacher. Moi, je veux savoir où on en est dans la communauté juive aujourd'hui par rapport au pouvoir public. Les discours de M. Macron ne me suffisent pas. Aujourd'hui, nous devons compter sur nous-mêmes et faire en sorte que cette communauté puisse vivre, puisse s'épanouir, puisse rester dans la paix avec les autres compatriotes. Nous avons des compatriotes chrétiens aujourd'hui dans la salle. J'ai envie de leur dire qu'on va être tous ensemble. Et qu'on doit vivre ensemble. C'est ça le vrai vivre ensemble. C'est pas les discours devant une synagogue ou devant un monument aux morts. C'est pas des condoléances qu'on va présenter lorsqu'on a eu plus de 11 morts en 2018. C'est fini. Ça suffit. Il y a 15 jours, l'UPJF, avec un certain nombre d'organisations juives, a voulu protester devant Antenne 2 contre l'indigne Madame Lucet. Madame Lucet est responsable de ce qui s'est passé dans les universités ces dernières années. Ces tags anti-juifs qu'on a vus à HEC, qu'on a vus à Paris 13, etc., je pense que Madame Lucet en est responsable. Je pense aussi que ceux qui ont produit ce film, Monsieur Morera, par exemple, a écrit 6 films, produit 6 films sur la Palestine, tous plus anti-juifs l'un que l'autre. Qui l'a dit? Personne. Personne, parce qu'il y a des répercussions, et parce qu'il n'est pas normal que vous acceptiez, que j'accepte, qu'une chaîne publique payée par nos impôts puisse produire un film de ce type
et inciter à la haine entre les communautés dans notre pays. Merci Claude Barouche. On a cité, puisqu'il y a un représentant éminent, on veut dire, de l'État français, en la personne du délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT. Je n'oublie pas, j'ai peut-être oublié un terme, mais en tous les cas, c'est le DILCRA, c'est le préfet Frédéric Potier que je vais appeler tout de suite. C'est important de vous entendre, puisque je crois que ce qui s'est passé, on le disait tout à l'heure, notamment ces 6 derniers mois, une flambée d'antisémitisme en France, de toutes sortes, de la propagande, à tout ce qui se passe sur Internet ou parfois à la télévision. Vous êtes de plus en plus impliqués dans cette affaire que l'antisémitisme de ces dernières années dans notre pays est vraiment un phénomène inquiétant qui impacte durablement notre pays. Frédéric Potier. Merci, cher Samy Gozlan, pour votre invitation. Merci à toute votre équipe. Je pense à René qui doit être quelque part. Voilà, René Lévy. Ah, René. À toutes et à tous, cher Imam Chalgouni, mesdames et messieurs. On a lancé avec Édouard Philippe, le 19 mars dernier, un plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Pourquoi un plan national? Tout simplement parce que contre l'antisémitisme, il n'y a pas de baguette magique, et il n'y a pas de recette miracle. Mais il n'y a pas de résignation non plus et il n'y a pas de fatalisme. Il n'y a pas de fatalisme et donc ce combat contre l'antisémitisme, nous le mènerons grâce à une multitude d'actions. La première que je voulais évoquer avec vous, c'est parce que je viens de voir sa photo à l'instant, c'est le lancement d'un prix national Ilan Halimi contre les préjugés et contre les stéréotypes racistes et antisémites. C'est important, ce prix national. Je m'empresse de dire que c'était d'abord un prix départemental, lancé notamment par notre ami Jérôme Gage dans l'Essonne. Mais on a souhaité donner une autre dimension, en accord avec la famille évidemment, à ce prix pour récompenser des actions de jeunes dans tous les domaines, mais des actions de jeunes contre les préjugés racistes et antisémites. Et il sera remis par le Premier ministre Édouard Philippe le 13 février prochain à Matignon de ses propres mains. Et c'était important de le faire. Parmi les autres actions de ce plan national, nous avons une action de formation. Formation des policiers, cher Samy, formation des gendarmes, formation des magistrats. Parce que lorsqu'il y a une action ou un acte antisémite, eh bien, se pose la question de la qualification des faits. Se pose la question de la circonstance aggravante. Et si au cours de l'enquête, si au début même de l'enquête, si au balbutiement de l'enquête, les indices ne sont pas recueillis, les preuves ne sont pas bien identifiées, eh bien on peut passer complètement à côté. Et quand vous êtes un jeune officier de gendarmerie qui vient de Bretagne, quand vous êtes un jeune gardien de la paix qui vient du sud-ouest de la France comme moi, eh bien savoir ce qu'est une mezouza, ce qu'est une kippa, c'est pas forcément évident. Donc ça s'apprend, ça se forme. Et c'est ce que nous avons commencé à faire avec la DICRA. Donc moi je fais l'ensemble des écoles de police. J'étais il y a quelques jours à l'école nationale de police de Sens pour parler d'antisémitisme, pour parler de racisme, pour expliquer, pour parler d'homophobie. Et donc ça, c'est une action extrêmement concrète qu'on va élargir, qu'on va amplifier dans les années à venir. La deuxième mesure que je voulais évoquer avec vous, et je laisserai à tous ceux qui le veulent des exemplaires et je répondrai à vos questions tout à l'heure, c'est un appel à projet. Un appel à projet qui est doté de 2 millions d'euros et qui permet de financer au plus près du terrain certaines actions d'associations. C'est piloté par les préfets, c'est de l'hyper-proximité, c'est des actions que parfois nous ne connaissons même pas à Paris, mais c'est par ces petites actions qu'on arrive à faire reculer les préjugés. Et donc cet appel à projet, nous l'avons relancé il y a quelques semaines, et pour vous donner un chiffre, l'an dernier, nous avons financé 800 projets à la DICRA de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Le dernier sujet que je voulais invoquer, parce que je ne veux pas être beaucoup trop long, c'est simplement Internet. Internet et les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, le combat, il se met beaucoup là. C'est le nouveau champ de bataille de la lutte contre l'antisémitisme. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de signalements de la part des associations, de la part de particuliers, et je crois qu'on ne peut pas, nous, rester ballants face à cet océan de haine qui se déverse tous les jours. Alors, on pourrait être très fataliste, on pourrait être résigné, on pourrait se dire, face finalement à ces grandes plateformes du numérique, on ne peut rien faire. Eh bien, au contraire. Aujourd'hui, grâce au rapport de force qu'on a su instituer, collectivement, je n'en attribue pas le mérite, grâce à ce rapport de force, aujourd'hui, on arrive à faire retirer les vidéos sur YouTube.
On arrive à faire bloquer des pages. On arrive à faire fermer des pages comme celle de M. Rissen ou celle de Rivarol, Jérôme Bourbon, qui est le directeur de Rivarol. On arrive aussi à faire bloquer, donc je disais, des pages ou retirer des vidéos. Mais il faut aller plus loin. Et ça, le Premier ministre l'a annoncé, on va s'inspirer des Allemands. Qu'est-ce qu'ont fait nos amis allemands? C'est très simple. Ils ont fait voter une loi qui pose des délais extrêmement serrés, 24 heures ou 48 heures aux acteurs du numérique, pour retirer des contenus qui seraient manifestement illégaux. Alors on pourrait dire, tiens, ça c'est une méthode un peu brutale, quid de la liberté d'expression. Alors en fait, moi j'ai des contacts très réguliers avec le ministre allemand qui s'occupe de cette question-là, j'ai des contacts très réguliers avec les experts allemands, et ils nous disent trois choses. D'abord, premièrement, il n'y a pas de problème juridique, il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas de problème avec la Cour des droits de l'homme. Donc juridiquement, c'est possible, on peut le faire, et la marge de manœuvre juridique, puisqu'il y a beaucoup d'avocats dans la salle, on l'a. Le deuxième sujet, c'est le sujet politique. Et ça a créé, il faut l'avouer, quelques émotions en Allemagne dès que la loi a été votée. Aujourd'hui, presque un an après, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Tous les partis politiques allemands admettent que cette loi était évidemment nécessaire et qu'il était urgent de mettre fin à cette propagation de messages haineux sur Internet. Et le troisième sujet, parce que moi je suis un haut fonctionnaire, donc je suis toujours attaché au caractère très opérationnel des discours, c'était savoir si l'Allemagne était obligée d'embaucher des centaines et des centaines de fonctionnaires pour réguler tout ça. La réponse est non. Ils ont mis en place un office, un petit bureau avec une vingtaine de personnes qui surveillent tout ça. Et si l'opérateur en question, si le géant d'Internet en question refuse d'appliquer la loi, eh bien il risque jusqu'à 50 millions d'euros d'amende. Et 50 millions d'euros d'amende, je peux vous dire que même quand vous appelez Google, même quand vous appelez Facebook, eh bien vous êtes très sensible à ça. Et du coup, les centaines de fonctionnaires, c'est pas du tout l'État qui les a embauchés, ce sont les plateformes. Donc j'ai des contacts, moi, très, très fréquents avec Google Berlin, par exemple, Facebook, et donc ils ont, oui, été obligés d'embaucher des modérateurs formés, des modérateurs qui parlent l'allemand, qui parlent l'anglais, qui comprennent aussi les enjeux politiques et historiques, et donc ça marche. Donc c'était un peu ce message, moi, que je voulais vous délivrer, qu'au-delà des discours, évidemment, au-delà des marques de soutien que je réaffirme ici, ce qui est important, c'est des actions concrètes, des actions au jour le jour, et c'est par notre réunion collective et par nos actions collectives que nous arriverons à faire reculer l'aine. Merci beaucoup Michel, et merci beaucoup. Voilà, flash spécial. 4 hommes et une femme soupçonnés d'avoir participé à l'agression d'une famille juive, séquestrée en septembre en Seine-Saint-Denis, septembre 2017, en raison de sa religion, ont été mis en examen. Mireille et Roger Pinto dans leur pavillon de Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis, où ils ont été victimes le 8 septembre d'une agression antisémite. En l'occurrence, vous les juifs, vous êtes riches, nous on prend aux riches pour donner aux pauvres. Cette phrase antisémite et violente avait été lancée par l'un des agresseurs au couple Roger Pinto, qui est par ailleurs un des responsables de la communauté juive depuis une trentaine d'années, notamment l'association Siona. Pourquoi démarrer par cette affaire? Parce qu'elle est grave, évidemment, et qu'elle n'est pas isolée. C'est une nouvelle forme d'antisémitisme qui s'est peut-être développée, qui est en train de se développer. Hélas, on le verra dans les cas encore plus dramatiques tout à l'heure. On va chercher les juifs à l'intérieur même de leur maison en raison de ces préjugés, de cette haine, et évidemment, de cette culture, on pourrait dire, antisémite, qui est hélas encore tellement ancrée. Maître Ben Simon. Nous avons plaidé dans différentes affaires, dont l'affaire Cantorsi, où les gens avaient jeté une grenade contre le supermarché Cache-Cachère Naouri-Sarcelles. Nous intervenons dans les affaires d'appel au boycott contre l'antisémitisme parce qu'il s'agit un des moteurs de l'antisémitisme en France, l'appel au boycott contre l'État d'Israël. Roger, c'est pas simplement Roger, Roger c'est un symbole. Roger, c'est quelqu'un qui se bat depuis 30 ans, depuis 40 ans qu'il est en France, pour les Juifs, pour la communauté juive, mais aussi pour la République. Pour faire en sorte que les Juifs soient partie prenante de cette République-là. Et Roger, il s'est battu toute sa vie, et il continuera à le faire tant qu'il aura un seul souffle de vie. Roger, il se bat, Roger, il combat, Roger, il a fait en sorte que les Juifs d'Irak, que les Juifs du Yémen, que les Juifs d'Iran puissent sortir de ces pays-là et continuer à vivre. On n'est pas dans Charles Maurras, on n'est pas dans un antisémitisme théorisé. On est dans un antisémitisme de cliché, quelque chose de bête, quelque chose de crasse, quelque chose d'imbécile. On est dans l'antisémitisme du petit voyou. Et ils reviennent après leurs vacances, dans cette maison de Livry-Gargan où ils ont
élever leurs enfants. Et il s'avère que des petits voyous qui les poursuivent depuis un certain temps ont scié les barreaux de la cave et les attendent. Et savent que quand ils seront rentrés, ils vont les agresser pour leur voler ce qu'ils ont. Ils vont les voler, ils vont les tabasser, ils vont leur faire mal, et ils vont le faire parce qu'ils sont juifs, parce que dans la tête de ces imbéciles, être juif, c'est avoir de l'argent. C'est exactement le même schéma qui s'était passé pour Ilan Halimi. Et Mireille Pinto, qui a 74 ans, se fait taper dans sa cuisine et on lui dit « Bah, dis-nous où est le coffre-fort, dis-nous où il est, dis-nous. On sait que t'es juive, on sait que t'as de l'argent, et nous on vole l'argent des juifs pour le donner aux pauvres. » Et Mireille Pinto, je tiens à saluer son grand courage. Mireille Pinto, elle les regarde droit dans les yeux alors qu'elle se fait taper. Et Mireille Pinto, elle leur dit « J'ai pas volé l'argent que j'ai. Toute notre vie, on s'est battu pour le gagner. » Et il s'avère qu'ils n'avaient pas de coffre-fort. Et ils ont continué à se faire taper. Cette affaire, elle n'est qu'une face, que la face émergée de l'iceberg, car comme vous le savez tous, on a une recrudescence ces derniers mois des actes antisémites. L'enquête a été formidablement faite. La police du 93 a fait un travail formidable et 5 personnes ont été arrêtées. On a pu remonter le nombre d'un certain nombre de personnes, il y a eu d'autres arrestations. L'infraction qui a été retenue est une infraction qui est qualifiée, et fort heureusement, d'infraction antisémite. Et j'en suis très heureux. Et nous allons nous battre pour continuer à ce qu'elle reste une infraction antisémite, parce que bien évidemment, ceux qui ont été arrêtés, 2 mois après avoir commis les faits, 2 mois après que l'affaire a été médiatisée, disent qu'ils n'ont pas commis ça pour des raisons antisémites, qu'ils l'ont fait uniquement pour des raisons crapuleuses. Nous avons bon espoir, très bon espoir, que cette affaire aille devant les assises, parce que nous sommes dans une infraction criminelle. Ceux qui ont commis ces agressions antisémites, qui sont à la fois antisémites, mais qui sont aussi commises par des lâches, sur Roger Pinto, 84 ans, malade, gravement malade, et il le savait. Sur David Pinto, 48 ans, handicapé. Sur Mireille Pinto, 74 ans, qu'on tape alors qu'elle est au sol. Tous ces gens-là iront aux assises. Ils seront bien défendus, j'ai aucun doute par rapport à ça. Mais qu'ils sachent assurément que nous serons en face d'eux, et que nous plaiderons, et que nous nous ferons sans aucune difficulté, parce que je n'ai pas honte de le dire, procureur, et que nous demanderons une condamnation exemplaire, parce que la famille Pinto le mérite, et ce qu'ils ont vécu est intolérable. Merci. On n'a pas parlé encore de BDS, et BDS est l'ennemi mortel du peuple juif, et d'Israël et du peuple juif. BDS, c'est boycott, désinformation, sanctions, qui intervient dans le monde entier, et qui intervient par des manifestations violentes, illégales, devant les magasins qu'ils soient juifs ou non, des grandes, et qui, par exemple, les dates Majoul ont été enlevées des rayons et disposées ailleurs pour ne pas qu'elles soient vendues avec des menaces à l'égard des clients. Je peux vous dire qu'au Bureau national de vigilance, ça aussi je le plaide de temps en temps, je veux souvent même devant les tribunaux, c'est une honte qu'en France on ait un Bureau national de vigilance. On a des institutions, on a la police, on a des magistrats, on a le pouvoir judiciaire, on a le fameux 3 pouvoirs qui sont là pour protéger et promouvoir la société, protéger ses citoyens. Bien, il y a un Bureau national de vigilance que Samy Gozlan, depuis les années 2000 déjà, a lancé, et ce Bureau national de vigilance, je peux vous dire, sur les 3 derniers mois, nous avons pu déposer 40 plaintes. 40 plaintes devant le procureur de la République de Paris et de tous les autres parquets de France. 40 à 45 plaintes, et puis certaines d'entre elles, pendant longtemps, nous avons déposé des plaintes sous pratiquement, parce que le parquet a l'opportunité des poursuites, comme on dit si bien en termes juridiques, mais c'était classé sans suite. Classé sans suite, soit parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour qualifier d'actes criminels, et alors antisémitisme encore moins, puisque la plupart du temps on aurait eu besoin plus d'hôpitaux que de prisons en France, puisque la majorité était des déséquilibrés. Cet antisémitisme est libéré depuis que la parole nazie en France a été libérée par Dieudonné, par Soral,
par tous les gens qui se permettent d'utiliser les plateformes françaises comme Facebook, comme Google, Orange, etc., pour diffuser leurs horreurs anti-juives, antisémites, mais surtout anti-juives, qui veulent la mort des juifs. Sachez que le BDS, vous le savez, BDS et ses amis, et leurs amis qui sont des complices objectifs des Dieudonné et autres, sont des gens qui veulent notre mort. C'est pourquoi je propose que jamais baisser la tête, jamais renoncer, jamais la désespérance. Tout ira bien. Je vais signer une certaine Madame Guénif, qui dit qu'aujourd'hui, qu'elle dit ça, qui est une sociologue, que de dire entre copains, espèce de juif, mes excuses, n'est pas un terme antisémite. Oh. Voilà. Parce qu'en arabe, effectivement, on dit Yehudi Hachek. Voilà, ce mot qui a été transposé des pays d'Afrique du Nord en France, eh bien, espèce de juif, ça n'a pas d'importance. C'est simplement une remarque habituelle. Je vais vous parler de mort juif devant un orateur protestant. Qui a été, tout ce dont je vous parle maintenant, on fait l'objet de plaintes qui sont ou en instruction ou qui sont classées sans suite, et nous allons jusqu'au bout. Nous faisons des recours devant les procureurs généraux des parquets, des cours d'appel. Je peux vous parler d'un certain David Aboudboul, alors qui utilise un nom soi-disant juif pour dire les pires injures sur les juifs, et là nous avons eu droit à une ouverture d'une enquête qui est en cours. On a un référé, ça j'insiste beaucoup, c'est la première fois que ça arrive, je crois, sous contrôle de mes confrères. Le parquet a assigné une douzaine de plateformes en France sous astreinte de 10 000 € par jour pour leur interdire de diffuser démocratie participative d'un certain Alain qui se fait appeler Hussein, parce que Hussein, mesdames et messieurs, Hussein, ça fait plus allemand que français. Ce type s'appelle Lalin, il a été condamné à plusieurs reprises et nous l'avons poursuivi avec des institutions de Nébric il y a déjà bien longtemps. Donc c'est la première fois, et il y a une audience de référé initiée par le parquet le 8 novembre de 2018, je vous demande pardon, et vous en serez informés naturellement, et le BNBCA a déposé ses conclusions dans cette affaire. Là, les BDS interviennent partout. Nous sommes intervenus contre les BDS de toute la France, parce qu'à un moment donné, ils avaient lancé une opération nationale de boycott d'Israël. Avant, c'était les produits qui venaient des territoires ou des colonies, comme ils disent, mais maintenant, c'est de tout Israël, puisque tout Israël est une colonie, naturellement, comme vous pouvez comprendre. Donc, on a eu aussi un certain monsieur Lespard qui avait fait rappelez-moi le nom d'un terroriste palestinien qu'il avait fait chez citoyen d'honneur. Donc ça, c'est une autre type d'opération que nous menons avec le BNBCA. Ce sont devant les tribunaux administratifs, avec bien sûr un mandat au préfet d'intervenir pour faire annuler les délibérations qui élèvent au rang de citoyen d'honneur un certain nombre d'assassins. Voilà les quelques mots que j'ai à vous dire, il y en a beaucoup plus. On a eu une certaine chrétienne, très chrétienne, Gwendoline Bonnet, qui dit que nous vivons dans une république judéo-wahhabite. Nous savons que le président de la République française, M. Macron, est une marionnette, et ça, il y a une plainte aussi en cours. M. Macron n'a pas poursuivi parce qu'il a d'autres fonctions, mais il est la marionnette des Rothschild. Je peux vous en dire encore. Monsieur Tataï, qui est un imam de Toulouse, a aussi se permis de faire des prêches appelant au meurtre des Juifs. Il avait été dans un premier temps soutenu par M. Boubacar. M. Boubacar a fait marche arrière et nous avons déposé une plainte contre les deux, et la plainte contre M. Boubacar naturellement a été classée puisque M. Boubacar a fait du rétropédalage et nous en sommes tout à fait satisfaits. Donc il y a toutes ces manifestations, il y a et j'ai demandé terminé, les manifestations de communes qui élèvent des assassins au niveau de citoyens d'honneur, d'autres BDS qui font des manifestations dans la France entière pour interdire la vente de produits israéliens, et tous les autres actes antisémites, qu'on appelle antisémites, mais que je me permets d'appeler nazis, et contre lesquels nous ne devons jamais renoncer à combattre.
Donc toutes les plaintes sont en cours et adressez-vous au BNBCA, vous serez informé de l'ensemble de ce qui se passe. Merci. Merci maître Charles Bakouche. Je remercie Samy. Bonsoir à tout le monde, shalom. Salam. Je vais être très discret, mais malheureusement Samy c'est plus fort. Je te remercie Samy pour ta visite hier à la mosquée, on a été honorés. Et on prépare une délégation de jeunes. Je tiens à remercier aussi M. le Préfet, mes amitiés, pour son soutien. Il est venu à Drancy, dans un dîner où il y a toutes les communautés. Claude, tu as raison Claude, tu aimerais voir 100 000, j'espère Claude aussi. Hein. J'aimerais voir 100 millions Claude, c'est pas seulement 100 000, mais possible, les 2%, il peut changer les 98. Il faut garder de l'espoir. Moi personnellement, malgré toutes les menaces, on ne va pas parler que de négatif, malgré toutes les difficultés qu'on a entendues, il y a de l'espoir. Vous avez vous-même, il y a une semaine, le Premier ministre, il était où? Il n'était pas à Paris, il était à Oman, à Mascat. Vous avez vous-même, la ministre de Sport, j'étais dans la même mosquée avec elle. Elle était où, la ministre israélienne au sport? Elle était à Abu Dhabi. Vous avez vu, il y a 3 jours, le ministre de communication israélien, il était où? Il était à Dubaï. Il y a des changements, il y a des choses positives. Moi, je le crois. Ici, le combat, il est énorme. On tient à remercier énormément le préfet, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font. Et au même temps, nous, qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est la délégation des jeunes. Monsieur le préfet, j'aimerais avoir des médiateurs. Il faut créer des médiateurs, des jeunes qui croient. Il y a presque un an, pardonnez-moi, 2014, on a pris 40 jeunes. On est parti en Israël et en Palestine. Croyez-moi, dans ces jeunes-là, ils avaient de mauvaises intentions. Ils avaient même mauvaises idées aussi sur Israël et sur moi-même. Dès qu'ils ont terminé le voyage, ils m'ont dit non, non. Là, on ne croit plus tout ce salade d'Internet. C'est une autre chose. Je pense qu'il faut créer des médiateurs. C'est des jeunes, des quartiers sensibles, de Drancy, Bobigny, La Courneuve, Sarcelles, de Toulouse, de Marseille, de leur faciliter l'accès pour aller visiter Israël, voir réellement, ils vont comprendre la réalité, ils vont avoir aussi la facilité de prier à Jérusalem, parce qu'ils croient que la mosquée est fermée, ils l'empêchent de prier. Ils vont voir aussi comment les Israéliens, les Palestiniens, comment des Arabes israéliens, comment ils peuvent avoir aussi, vous savez, il y a combien d'imams en Israël? Il y a 600 imams minimum. Minimum, il y a 600 imams. Et les 600 imams, ils sont payés mieux que nous, $1 800. Ça, je pense que ça, c'est le positif. Et j'espère que ces imams, ils vont revenir. C'est une délégation du jeune. Inch'Allah, décembre, janvier, ils vont visiter Israël, ils vont visiter Palestine, ils vont ramener la paix et la tolérance. Merci. Merci Hassan. Merci Hassan Michel Boumi sur Radio J. C'était la première fois qu'on entendait parler de cet imam incroyable qui dénonçait l'antisémitisme en général, mais en particulier celui des musulmans. Il fallait du courage. Et il n'en manque pas et il continue à en avoir. Bravo. La prise d'otage du magasin hyper cachère de la Porte de Vincennes est devenue une date de l'histoire de France. Une attaque terroriste antisémite et islamiste, 9 janvier 2015. C'était le dernier des attentats de janvier 2015. Et l'auteur, on se souvient de l'attaque, Koulibaly, était déjà recherché par la police pour l'assassinat, c'était la veille, d'une policière municipale de Montrouge. Il s'est introduit dans une supérette cachère de la Porte de Vincennes en étant lourdement armé. Il tue immédiatement 3 personnes, en prend en otage 17. L'un est tué peu après, ce qui porte à 4 le nombre de morts. À ce moment-là, on ne sait pas qu'il a assassiné des personnes. Je donne cette information aujourd'hui qui n'a jamais été démentie, mais j'affirme ce soir que, en fait, l'individu, le terroriste, ne voulait pas tuer dans la supérette. Il voulait tuer dans l'école juive de la Porte de Vincennes. L'école de l'Alliance de la Porte de Vincennes. Or, comme il y avait eu déjà des attentats, l'école était surveillée et il s'est reporté sur la grande enseigne qu'on ne pouvait pas ne pas voir sur la place de la Porte de Vincennes, sur l'hypercachère. Maître Franck Sarfati. Quadruple meurtre, chacun a pu suivre. Hein. La presse avait des informations ce 5 janvier 2015, avant même les autorités. Mon cher Michel, je n'occulterai pas la réponse à cette question de prime abord.
Justice est-elle passée? Non. Pour la simple raison que dans le cadre d'une infraction criminelle, surtout lorsqu'elle est grave, la loi impose un procès en plusieurs temps. Il y a tout d'abord une enquête préliminaire qui est confiée à un magistrat qu'on appelle le procureur de la République, lequel avait orchestré cette libération. J'étais présent et je peux saluer le courage d'hommes exceptionnels que nous avons rencontrés quelques jours après cette libération, les agents du RAID, puisque le ministre de l'Intérieur de l'époque nous avait permis d'organiser une rencontre historique entre les survivants. Une quinzaine d'otages étaient séquestrés, 4 ont été abattus lâchement, de façon animale, à bout portant, et les sauveurs, les agents du RAID. Et je dois vous dire que lorsque, bien évidemment, nous sommes des citoyens, nous sommes des parents, nous regardons ça avec terreur, avec émoi, je dois vous dire, pour l'avoir vu, les forces de l'ordre ont réagi de façon exceptionnelle, parce que si le RAID n'était pas intervenu dans les conditions qui ont été celles de ce vendredi 9 janvier, il n'y aurait pas eu 4 victimes, des centaines. Alors, bien évidemment, on n'allait pas dire Serfati cautionne les actes antisémites. Non, je les combats autant que chacun d'entre vous. Mais je crois que si notre combat se veut pertinent, il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, et ceux qui aiment l'histoire pourront voir dans le rétroviseur de l'histoire qu'il fut un temps proche, voici quelques dizaines d'années, où la France était antisémite. Les institutions françaises étaient antisémites. Aujourd'hui, non. On a parlé tout à l'heure de cette affaire Ilan Halimi. Les auteurs ont pris le maximum. Alors certains, je l'ai lu, je l'ai entendu dans notre communauté. Il fallait les envoyer sur la chaise électrique, sauf que la guillotine en France a disparu. Donc la loi ne permet pas. La cour d'assises de Créteil a prononcé des peines maxima. Donc je crois qu'on a le devoir, à la fois moral et intellectuel, de ne pas jeter le discrédit sur nos institutions lorsqu'elles fonctionnent bien. En revanche, et je n'ai pas entendu ce soir, il me semble qu'il y a un vrai problème qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à combattre, qui vient de la rue. Mon cher Claude, on connaît les chiffres. Tu disais, on ne connaît pas les chiffres de l'antisémitisme. On les connaît par des statistiques que l'on nous donne et que l'on veut nous faire voir. Mais on sait très bien tous qu'il y en a 3 fois plus que ceux qu'on nous communique. On sait en tout cas de façon sûre qu'avant la seconde intifada, il y avait 40 actes antisémites. On en a dénombré plus de 1000 après la seconde intifada. Je crois que les chiffres, on les connaît. Ça ne veut pas dire qu'il faut les accepter. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que cette situation est tolérable. Ça ne veut pas dire que les Juifs doivent quitter la France. Ça veut dire qu'on doit continuer à se battre. Mais, me semble-t-il, pour mener le bon combat, je crois qu'il ne faut pas systématiquement, alors ce n'était pas ton propos, mais je le dis parce que je l'entends trop souvent, me semble-t-il, mettre en cause, et j'en aurai terminé, on pourra en discuter, mettre en cause les institutions, qu'elles soient judiciaires ou politiques, parce que nous savons très bien, et vous qui êtes des dirigeants associatifs, vous savez que beaucoup d'hommes politiques se battent avec talent et pertinence. En tout cas, c'est mon point de vue que je souhaitais livrer ce soir. Je crois que le problème, il est plus éducatif. Il est dans la haine de ces jeunes garçons. Il est dans les cités. Il est dans les valeurs qui ne sont plus véhiculées dans les familles et qui, finalement, finissent par dégénérer sur ces violences judéophobes. Merci, maître Sarkozy. Juste un mot, Gilles-William Gonnedet. Bonsoir à tous. En principe, je ne vais jamais dans ce genre de conférence, mais lorsque je suis invité à la fois par le Samy Gozlan et par l'UPJF, je ne peux répondre que oui, parce que vous faites un travail formidable. Je ne savais pas que je devais parler de cela, mais je ne peux pas ne pas répondre à mon confrère Sarfati. Je ne sais pas s'il est encore là. Il est là. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais croyez bien que je ne veux pas vous répondre avec acrimonie. Mais moi, je suis tellement une boule d'amertume depuis à peu près au moins 20 ans
que je suis en train de me colter contre l'antisémitisme, notamment criminel, que je peux difficilement accepter ce sorte de satisfecit général que vous adressez aux institutions. Croyez-le bien, je ne suis pas un rebelle. J'ai aucun plaisir de me poser en m'opposant. Je ne suis pas l'ennemi des institutions françaises, des institutions républicaines, mais l'honnêteté la plus élémentaire me conduit à vous dire que s'il n'y avait pas une cécité intellectuelle totale depuis 30 ans des institutions, nous n'en serions pas là. Contraire, mesurez simplement qu'il y a à peu près une dizaine d'années, lorsque je suis allé plaider dans l'intérêt du rabbin Sarfati, au tribunal d'Évry, je crois. Rabbin Sarfati, c'est un solide gaillard et qui est président de l'association judéo-musulmane. C'est pas un type d'extrême droite excité. Il s'était fait dérouiller, ce solide gaillard, par une bande de voyous maghrébins devant sa choule. D'accord? Il avait mis du temps pour se remettre. Je suis allé plaider devant le tribunal d'Évry. Et le procureur a trouvé le moyen de m'expliquer qu'un rabbin qui se faisait frapper devant une synagogue, ça n'était pas de l'antisémitisme. Il faut mesurer toute la cécité qui ont été non seulement les institutions, mais évidemment les médias et le corps général d'une très grande partie des magistrats de l'époque qui ne voulaient pas reconnaître. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de chemin. Mais qui ne voulaient pas reconnaître, sauf à passer pour raciste, qu'il existait profondément un antisémitisme islamique. La réalité, elle est là. Au fur et à mesure que nous avons compté nos morts, bien entendu que les yeux ont commencé à se dessiller et que peut-être maintenant c'est un peu moins difficile que cela, mais j'observe quand même, et on en parlera dans l'affaire notamment Halimi, et je laisserai mes confrères l'expliquer bien entendu, on n'en est pas encore sorti. On est loin d'en être sorti lorsque vous voyez l'action des pouvoirs publics. Mais permettez-moi de vous dire également que dans d'autres affaires, dans l'affaire de la rue de Copernic, j'en ai parlé avec le juge Trévidic qui n'en décolère pas. On a laissé partir le principal suspect qui est maintenant au Canada. On ne sait pas quand on le reverra celui-là. Je ne dis pas, je ne suis pas en train d'intervenir sur la décision du non-lieu de la chambre d'accusation. Je suis en train de dire qu'on pouvait très bien maintenir le contrôle judiciaire. Encore aujourd'hui, quand on veut faire un rapport sur l'antisémitisme en France, on évite d'expliquer dans le rapport le lien insécable avec la détestation de l'État d'Israël, alors qu'on sait que c'est le vecteur premier de l'antisémitisme. Et je vous fais enfin la remarque que le parquet de Paris, encore aujourd'hui, refuse d'instruire en matière de boycott illégal de l'État d'Israël. Donc on est loin du compte. Très rapidement, sur ce que disait William, je suis assez d'accord avec lui, mais je crois qu'en fait le terme d'institution regroupe différentes réalités et j'imagine que ce que voulait dire M. Sarfati, en fait il parlait surtout des forces de l'ordre et c'est vrai que je pense que les forces de l'ordre font tout ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'ils ont, mais par contre, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que je crois que la justice est idéologisée, c'est un fait, et avec cette justice qui est extrêmement idéologisée,
il n'est pas évident de venir à bout de certaines questions. Voilà. Merci Noémie.